Dans ce qui suit, on se place dans l'espace vectoriel euclidien canonique R3 et on considère D qui est l'intersection qui est définie comme l'intersection de deux plans dont on connaît les équations cartésiennes. Donc les plans ont pour équation x moins y plus z est égal à x plus y plus 2z, ça c'est le deuxième plan, égale 0. Alors on appelle C la base canonique de R3 et on définit S comme étant la symétrie orthogonale d'axe D. Et la question qu'on nous pose, c'est tout simplement d'expliciter la matrice de S dans la base canonique. Alors, je vois deux étapes pour résoudre cette question. Première étape, eh bien, je ne vois pas trop comment je vais pouvoir esquiver le fait de disposer d'une base de D. Donc, trouver un générateur de D. Et deuxièmement, eh bien, d'examiner la question de la matrice d'une symétrie orthogonale par rapport à une droite. Alors, on va s'intéresser à la question 1 de la recherche d'un générateur donc de la droite D, donc ce vecteur je vais l'appeler V. J'ai rappelé donc ici même, j'ai rappelé les équations cartésiennes des deux plans, donc le premier plan je l'appelle P1, le deuxième je l'appelle P2. Et j'ai été quand même surpris de voir qu'on demandait de trouver donc la matrice d'une symétrie orthogonale par rapport à une droite, et on ne donne pas le vecteur générateur, on donne la droite comme une intersection de deux plans. Donc, est-ce que ça a un intérêt par rapport à notre problème? Eh bien, oui, je crois qu'il y a effectivement deux méthodes. Donc ça va être la méthode 1 que je vais présenter. Il y a deux méthodes pour trouver V. Bon, la méthode 2, ce sera la méthode qui consiste à résoudre le système. Mais notre vecteur V, donc, il appartient à la droite D, qui est l'intersection de P1 et de P2. Alors, je vais introduire le vecteur normal N1, donc c'est un vecteur, donc le vecteur normal au plan P1 est non nul. Un vecteur normal à P1 est différent de 0. Alors, pourquoi je l'introduis? Parce qu'il est facile à déterminer vu qu'on connaît une équation cartésienne de P1. Donc il est bien connu, hein, c'est dans le cours sur les espaces euclidiens que on peut prendre comme pour N1 le vecteur de coordonnées donc, dans la base canonique, les coefficients de l'équation cartésienne. Donc ici c'est 1, moins 1 et 1. Et puis, donc 1 moins 1, 1. Et puis de même, j'ai le vecteur N2 qui est un vecteur non nul de l'orthogonale de P2. Et donc pour la même raison, je peux choisir N2 comme étant le vecteur. Donc je regarde ici, c'est 1, 1 et puis 2. Donc 1, 1, 2. Maintenant, je dis qu'on peut prendre pour vecteur V le vecteur produit vectoriel de N1 et de N2, ce qui cadre bien avec l'espace euclidien. Alors, je vais justifier ensuite pourquoi on peut choisir V comme ça, mais on va tout de suite calculer le vecteur en passant aux coordonnées dans la base canonique. Donc, N1, ses coordonnées, c'est 1, moins 1, 1, donc vectoriel 1, 1, 2. Donc ça me fait quoi? Je raye la première ligne, ça me fait moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Je raye la deuxième ligne, ça fait comme déterminant, donc 2 moins 1, 1. Donc je prends l'opposé de 1, ça fait moins 1. Et puis je raye la dernière ligne, je fais le calcul de déterminant, j'obtiens 1 moins moins 1, donc ça fait 2. Voilà, donc ce vecteur il n'est pas très pratique à cause des signes moins. Donc je prendrai plutôt le vecteur 3, 1, moins 2. Donc je poserai pour la suite V égale 3, 1, moins 2.
Donc maintenant, expliquons pourquoi je peux prendre pour vecteur n1 vectoriel n2. Alors, le vecteur v que je recherche, hein, qui appartient donc à l'intersection de P1 et de P2 et qui n'est pas nul, eh bien, ce vecteur, il est dans P1, donc à ce titre, comme le vecteur n1 est un vecteur normal au plan P1, c'est qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de P1, donc il est en particulier orthogonal à V. Donc j'ai V qui est orthogonal à n1. Et pour la même raison, j'ai V qui est orthogonal à n2. J'en déduis que V appartient à l'orthogonale du plan engendré par n1 et n2. Donc V appartient à l'orthogonale de ce plan. Mais on sait très bien que le vecteur n1 est orthogonal au produit vectoriel n1 vectoriel n'importe quoi, hein, donc vectoriel n2, et même raison pour, enfin même argument pour n2, donc il est orthogonal à n1 vectoriel n2. Donc ça veut dire que le vecteur n1 vectoriel n2, il appartient au plan, à l'orthogonale du plan en question. Mais cette orthogonale de plan, on est en dimension 3, donc c'est une droite. Donc le vecteur V est non nul, appartient à une droite, ainsi que le vecteur n1 vectoriel n2 qui n'est pas nul, hein, puisque les vecteurs n1 et n2 ne sont pas collinéaires. Et donc ça veut dire que je peux très bien prendre pour vecteur V le vecteur n1 vectoriel n2. Maintenant, voyons rapidement la deuxième méthode, hein. En fait, c'est plutôt cette méthode qu'il faut appliquer parce qu'elle est finalement plus simple que la précédente. Je résous le système formé par les deux équations cartésiennes, hein, c'est immédiat. Donc voilà, j'écris le système et puis c'est équivalent à quoi? Je vais éliminer donc y en additionnant, je vais donc avoir 2x plus 3z égale 0, donc x égale moins 3 demi de z. Et puis je vais faire la deuxième moins la première. Comme ça, je vais éliminer les x et j'aurai 2y qui vaudra 2 moins 1, ça fait z, donc ça fera moins z. Donc ça va me faire y égale moins 1 demi de z. Et donc ça veut dire que notre vecteur x, y, z, il appartient au sous-espace vectoriel engendré par. Donc je vais prendre z égale moins 2, et ça va me donner pour x, ça va me donner 3. Ensuite ça va me donner 1 et moins 2. Voilà le même vecteur v que tout à l'heure. Maintenant, passons à la recherche de la matrice. Donc, je rappelle que S, c'est la symétrie orthogonale d'axe D. Donc, on va revenir à la définition d'une symétrie vectorielle. Donc, E, c'est R3, et il est somme directe de D et de son orthogonale. Donc, je vais appeler P. Donc, P, ça va être l'orthogonale de D, hein, et c'est donc un plan. Alors, si je prends un vecteur U quelconque de E, donc ultérieurement, ce sera le vecteur U de coordonnées x, y, z, je sais qu'il se décompose de manière unique en somme d'un vecteur UD et d'un vecteur UP, appartenant respectivement à D et à P. Et c'est là qu'intervient donc qu'on peut définir la symétrie, donc S de U, eh bien je change tout simplement le plus en moins, donc c'est UD moins UP. Voilà, donc moi c'est ça que je cherche, donc j'ai besoin de connaître UD et UP, connaissant U. Mais en fait, je connais UP en fonction de U et UD, donc ça me fera une inconnue de moins, donc ça me fait UD moins U D encore. Et donc si je regroupe, ça fait 2UD moins U. Donc je me rends compte que pour répondre, j'ai juste besoin de connaître UD. UD c'est qui? C'est lui. En fait, UD c'est juste le projeté de U sur la droite D parallèlement au plan P. Donc je vais appeler P
le projecteur orthogonal sur D. Donc il apparaît que UD n'est autre que P de U. Or, un projecteur orthogonal sur un sous-espace vectoriel F dont on connaît une base simplement orthogonale est très facilement exprimable. Donc je vais faire un rappel à ce sujet. Donc je suis dans un espace euclidien E et je suppose que j'ai F un sous-espace vectoriel dont je connais une base orthogonale, donc on va dire je vais les appeler les vecteurs V1, V2, etc., VP. Donc ça, ces vecteurs-là constituent une base orthogonale de F. Et donc si U est un vecteur quelconque de E, il est très facile d'exprimer, donc si j'appelle P le projecteur orthogonal sur F, il est très facile d'exprimer P de U. Donc P de U, évidemment, il appartient à F, donc à ce titre, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de base. Donc il s'écrit comme une combinaison linéaire des VI, on va dire. Et il faut juste connaître le coefficient, donc c'est la somme pour I allant de 1 à P. Et le coefficient, eh bien, en fait, il faut le connaître plus ou moins par cœur. C'est U scalaire VI, donc U c'est lui, hein. VI c'est le vecteur courant dans la somme, divisé par VI scalaire VI, c'est-à-dire que je remplace au numérateur U par VI. Hein. Et ça, c'est en fait la norme de VI au carré. Évidemment, c'est pas nul puisque les vecteurs VI font partie d'une base. Donc ici, la situation est particulièrement simple puisque F est joué par D, qui est une droite, qui est juste donc vect V. Donc V, c'est un vecteur non nul. Et à ce titre, eh bien, il forme une base orthogonale de la droite D. Par conséquent, hein, en gardant les mêmes notations, qu'est-ce que c'est que P de U? Eh bien, P de U, en fait, c'est une somme qui se réduit à un seul terme. Donc, le vecteur, c'est V, et puis j'ai ma fraction devant, donc je vais avoir U scalaire V divisé par V scalaire V. Hein. Donc ça, ce sera norme de V au carré. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer ça avec les coordonnées de V et les coordonnées de U. Donc, pour en revenir avec ce qu'on avait obtenu, on avait vu que S de U, c'était 2UD moins U. Donc, ça nous fait UD, hein, c'est lui en fait. Hein. Donc ça nous fait U scalaire V divisé par V scalaire V, il y a un facteur 2 devant, V moins notre vecteur U. Donc le vecteur U, il a comme coordonnées dans la base canonique, on va dire x, y, z. Et puis le vecteur V, on l'a vu tout à l'heure, il a pour coordonnées dans la base canonique 3, 1, moins 2. Donc, je passe directement aux coordonnées dans la base canonique. Voilà. Donc, je lis en fait ici. Plus précisément, je lis en fait là. Donc, ça nous fait 2. U scalaire V. Donc, U scalaire V, je peux le calculer ici. Donc, mon produit scalaire vaut 3x plus y moins 2z divisé par, alors, la norme carrée de V. Ça nous fait 9, hein, je fais la somme des carrés des coordonnées, donc 9 plus 1 au carré, plus 4. Donc ça nous fait 9 et 1, 10, ça fait 14. Donc divisé par 14, que multiplie le vecteur V, donc hein, en colonne, ça va faire 3, 1, moins 2, et puis moins le vecteur U, c'est X, Y, Z. Voilà. Donc je vois qu'il y a une simplification qui s'opère ici, j'obtiens un dénominateur 7,
Donc je vais mettre 1/7 et puis je vais en faire ça en plusieurs étapes. Donc 3 facteurs du numérateur, ça fait 9x plus 3y moins 6z. Ensuite, je vais avoir 3x plus y moins 2z. Et puis moins 2, donc ça fait moins 6x moins 2y plus 4z. Et puis pour me simplifier la tâche à l'étape suivante, je vais mettre le 1/7, donc facteur de 7x, 7y et 7z. Et je vais pouvoir conclure. Donc ça fait 1/7 de... Alors, ça me fait 9x moins 7x, ça fait 2x. Et puis le reste est inchangé, donc plus 3y moins 6z. En dessous, à la ligne 2, donc ça me fait 3x qui ne bouge pas. Et puis je vais avoir plus y moins 7y, donc ça fait moins 6y. Et puis je vais avoir moins 2z qui lui ne bouge pas. Et maintenant à la dernière ligne, donc le début est inchangé, moins 6x, moins 2y. Et puis je vais avoir 4 moins 7, ça fait moins 3z. Voilà. Donc ça fait, c'est une expression de la forme matrice M multipliée par x, y, z. Hein, c'est juste le produit ligne par colonne. Et donc ce qu'on me demande, c'est la matrice M et je la lis. Donc moi je lis 1/7 et puis il suffit de lire les coefficients en oubliant les lettres. Donc moi je lis 2, 3, moins 6 pour la première ligne. Deuxième ligne, 3, moins 6, moins 2. Et puis dernière ligne, moins 6, moins 2, moins 3. Voilà, donc en principe, la valeur de la matrice M, elle est ici, mais il y a eu quand même pas mal de calculs, donc on pourrait chercher à vérifier. Donc il y a plusieurs éléments de vérification. Alors le premier élément de vérification, c'est que S est une symétrie orthogonale. Or, il est connu qu'une symétrie orthogonale, c'est un endomorphisme symétrique de E. Et ça se traduit par le fait que la matrice de S dans la base canonique est une base orthonormale, et bien que c'est une matrice symétrique réelle. Or, il est clair, quand je regarde la matrice, hein, que cette matrice, elle est bien symétrique. Hein, je le vois ici. Donc, c'est bien le cas. Donc, ça, c'est vrai. Hein, M est une matrice symétrique. Voilà, ça, c'est un premier élément de vérification. Après, ça ne vérifie pas la diagonale, ça. Deuxième élément de vérification, bah, justement, par rapport à la diagonale. Donc, S est une symétrie orthogonale par rapport à une droite surtout. Donc ça veut dire que S admet dans une base bien choisie une matrice réduite qui est en fait diagonale. Donc sur la diagonale, il y a un seul 1, puisque la dimension de ce sur quoi, par rapport à quoi on symétrise, c'est 1. Et puis le reste, c'est des moins 1. Voilà. Donc voilà, S admet cette matrice réduite, et en particulier, je constate que donc la trace de S, c'est la somme des coefficients diagonaux, donc je vois que ça fait moins 1. Donc je peux quand même vérifier que la trace de M est égale à moins 1, et je vois que ça fait 1/7, facteur de 2, moins 6, moins 3, ça fait moins 9 plus 2, ça fait moins 7, divisé par 7, ça fait bien moins 1. Donc j'ai un nouvel élément de vérification. Dernier élément de vérification, on sait bien que S est un automorphisme orthogonal de E, hein, c'est une isométrie, et donc ça se traduit dans sa matrice par le fait que la matrice M est une matrice orthogonale 3-3. Autrement dit, quand je fais M multiplié par transposé de M, ça fait la matrice identitaire. En fait, je n'ai pas besoin de faire le produit matriciel. Si je regarde les colonnes de la matrice, donc C1, C2, C3, en fait, ce sont les coordonnées de vecteurs qui forment une base orthonormale de R3. Donc il y a juste quelques produits scalaires à faire.
Donc si je fais colonne 1 scalaire colonne 2, eh bien ça me fait quoi? Ben, ça me fait, je vais l'écrire en dessous, ça fait 6 moins 18 plus 12, donc je vois que ça fait 0. Et puis si on fait C2 scalaire C3, je crois que c'est à peu près les mêmes calculs, et de même C1 scalaire C1 scalaire C3, c'est le même genre de calcul, ça fait 0. Et puis pour finir, il faut vérifier que les vecteurs colonnes sont unitaires, donc je peux calculer par exemple la norme carrée de C1, et ça me fait donc 1 49e, facteur 2, la somme des carrés des coefficients que je lis sur la colonne, donc ça fait 4 plus 9 plus 36, ce qui fait 49 divisé par 49, ça fait 1. Et puis c'est exactement les mêmes calculs pour les deux autres colonnes. Et donc on a vérifié que notre matrice était bien une matrice orthogonale. Donc je pense qu'on peut être à peu près confiant sur le résultat. Eh bien, je vous remercie de votre attention.